d'observation. Et la femme euh, est réceptrice pendant un très court temps, et après, elle est émettrice. N'oublions pas que lorsque l'enfant sort, on est bien dans l'émission, pas dans la réception. En fin de compte, elle va recevoir l'émission de l'homme, et ça va prendre quelques secondes, et après, elle va enclencher un processus d'émission. Parce que le fait de porter l'enfant jusqu'à ce qu'il sorte, c'est dans l'émission. De la même façon qu'un appareil, un magnétophone, un lecteur de CD, il va recevoir le disque et après il va continuer à émettre indéfiniment. Donc la quantité de réception chez le lecteur de CD, elle est très courte par rapport à la quantité d'émission. Tout à fait. Et chez la femme, c'est pareil. Elle reçoit pendant très peu de temps et après elle va émettre. Par exemple, tout à l'heure on parlait des femmes qui se rechargent en quelque sorte, c'est-à-dire qui reçoivent un nouveau message. Une fois qu'elles ont reçu ce message, elles vont pouvoir le développer de façon pendant très longtemps. Donc elles vont émettre. Donc je pense que la femme, contrairement à ce qu'on dit, elle a une pulsion d'émission très forte. Du fait de sa régénération, je pense. Tu disais. Oui, Tu mais disais, justement, c'est pour ça qu'on dit que paradoxalement, on identifie la génération au fait qu'elle est réceptrice, alors qu'en réalité, ça n'est pas vrai. Elle est réceptrice pendant un segment de temps très court, mais après, elle est fondamentalement émettrice. Et sa psychologie, je l'ai remarqué, c'est avant tout. C'est pour ça on dit souvent que les femmes n'arrêtent pas de parler, etc. Elles ont besoin d'émettre, elles ont besoin de transmettre. Et ça n'est pas. Et donc le schéma habituel qui veut que la femme soit réceptrice, il ne correspond même pas à la réalité d'observation. Et inversement, l'homme, il passe beaucoup plus de temps à observer le monde, à le décrire, à comprendre le monde. L'expression classique, c'est Newton qui regarde la pomme tomber, par exemple. Bon. Ou Galilée qui regarde au bout de sa lunette. Ce n'est pas de l'émission, c'est de la réception. Maintenant, il va peut-être formuler cela il va peut-être écrire quelque chose à ce sujet, mais ça aura été préparé par une très longue phase de réception. Voilà, donc ça, c'est un point qui me paraît important, qui montre bien qu'on n'est plus dans les poncifs. On dépasse les lieux communs sur le masculin et le féminin. Moi, je considère que si on ne comprend pas que la femme a une force d'émission très puissante, on ne comprend pas les femmes. Voilà. Et donc finalement, elles ont besoin bien sûr de recevoir, mais une fois qu'elles ont reçu, et ça peut prendre assez peu de temps, elles vont à ce moment-là se lancer dans un grand processus d'émission. Et l'homme, il est un grand récepteur, et à un moment donné, il va effectivement... par exemple, le cas classique, c'est le type qui termine par une formule mathématique. Il a fait des travaux, il a réfléchi pendant des années, et puis tout d'un coup, il lance une formule et là, effectivement, alors, un autre cas qui est intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, Véronique, c'est le rapport de l'écrit à l'oral. Moi, j'ai remarqué que les femmes étaient plus à l'aise face à l'écrit qu'à face à l'oral. On en a parlé la dernière fois. Bon, alors, je me répète, mais quelque part, là aussi, c'est intéressant, parce que l'écrit ne demande pas la même attention que l'oral. Quand j'entends quelqu'un parler, je dois faire beaucoup plus attention à ce qu'il me dit que lorsque il me donne un texte. Parce que ce texte, je peux le lire tranquillement, etc. Donc, en fin de compte, la capacité d'écoute n'est peut-être pas aussi bonne qu'on le croit chez la femme par rapport à celle de l'homme. Elles sont capables de laisser l'autre parler, mais laisser l'autre parler, ça ne veut pas dire qu'on l'écoute. Hein. Et c'est ce que j'appelle la problème de la réactivité. L'homme serait plus réactif, donc plus récepteur, mais c'est même un défaut, à la limite, il est tellement récepteur qu'il est réactif, et quand il entend quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne peut pas ne pas réagir. La femme aurait tendance plus à réagir par rapport à un texte qui ne lui plaît pas, parce qu'elle a le temps de l'étudier, mais la parole comme cela, elle a tendance à l'entendre, à la laisser passer, à la laisser s'exprimer, et on va dire, c'est très bien, regardez, elle est tranquille, elle ne réagit pas, elle laisse la personne s'exprimer, c'est pas un problème, on en fait une valeur.
c'est ça qui est assez amusant, c'est quand on fait, une expression que j'aime bien en français, c'est faire de nécessité vertu. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je dis c'est une qualité de ne pas savoir le faire. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit le fait de ne pas avoir le pouvoir de réagir, mais plutôt le fait de laisser l'intégrité de ce que la personne a dit, Oui, oui. sans pour cela la contester, Oui, mais n'en pensant pas moins. oui. C'est justement c'est justement ça le problème. C'est ce discours-là qui est justement celui que j'évoquais. C'est-à-dire, si effectivement je ne réagis pas, je vais montrer que c'est très bien de ne pas réagir. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à justifier son mode de fonctionnement. Peut-être aussi parce que nous avons, dans les us et coutumes, ou dans la platitude des mots et des qualificatifs qu'on peut donner aux femmes, c'est que, effectivement, si on n'est pas d'accord, c'est qu'on est hystérique. Oui, justement. Oui, donc, oui, d'accord, oui. Oui. Bon. Donc, quand on sait ça, et qu'on le maîtrise, on laisse les choses se dire. Sans en penser. Alors moi, sans pour cela en être tout à fait d'accord. Moi, j'ai développé une théorie, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, encore une fois, sur ce que j'appelle le champ de conscience. Le champ de conscience. Alors, il y a des personnes qui ont un champ de conscience plus limité que d'autres. Ouais, ça, on est d'accord. Alors, il y a un champ de conscience spatio-temporel. C'est-à-dire, il y a celui qui a un champ de conscience spatio-temporel limité, il ne prend pas en considération les facteurs extérieurs, en tout cas très peu, et il ne prend pas non plus en considération les conséquences de ce qu'il fait, ni d'où ça vient. Donc il est dans un tout petit champ de conscience. Bon. Quand on a un grand champ de conscience, les choses deviennent beaucoup plus complexes, parce qu'on intègre les équations des autres, on intègre les implications de ce qui va se faire, on intègre les facteurs qui sont déjà engagés, le passé, etc. Bon. Donc effectivement, moi, alors là je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire, mais je pense qu'effectivement, les femmes ont un plus petit champ de conscience que les hommes. C'est-à-dire qu'elles ont un logiciel d'intégration et de gestion des données extérieures, spatio-temporelles, qui est plus faible que celui des hommes. Bon, alors, alors maintenant... C'est peut-être une qualité, d'ailleurs. Oui, non, je ne suis pas sûre que ce soit une qualité dans la façon dont tu viens de le dire. Mais, comment te dire je crois qu'il va falloir que tu affines ce que tu viens de dire. C'est le problème de l'indifférence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je te donne un exemple qui m'a frappé. L'indifférence, c'est-à-dire qu'effectivement, je citais tout à l'heure le cas de Hannah Arendt. Oui. C'est exactement ce qu'elle dit. Hannah Arendt dit moins je considère d'éléments avant moi ou autour de moi, si on peut dire, plus je suis libre. Plus je suis libre, c'est-à-dire plus je suis capable de construire quelque chose, plus ma volonté est libre. Ma volonté, donc finalement, c'est quand même une tentation, ça. La tentation de se dire, moins j'en sais, mieux je me porte. Moins je considère, moins que je me fatigue à gérer le passé, ce qui se passe autour de moi, les conséquences de ce que je vais dire, etc., plus je vais pouvoir exprimer librement ce que j'ai à dire, plus ma volonté va pouvoir s'exprimer. C'est ce que tu fais là. Comment ça ? Ben oui. Tu te risques à donner ton point de vue sans gérer tout ce qu'il y a autour. Ah mais si, justement, alors tu pourrais toujours dire ça, mais en l'occurrence, par exemple, je suis pas en train de dire que le passé n'existe pas, par exemple. Ah non. Bon, alors chez toi, non, le passé existe. Donc effectivement, le poids du passé est considérable. Et voilà, considérable. Alors que quand on dit, comme Hannah Arendt, ma chère coreligionnaire, que le passé est indéchiffrable, est indécryptable, qu'il ne nous est pas vraiment connu, qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est, et qu'il est donc préférable de repartir sur de nouvelles bases. C'est un peu la tabula rasa, qui est d'ailleurs quelque chose qui tente beaucoup les femmes, la tabula rasa, c'est-à-dire qu'on va faire abstraction du passé pour pouvoir construire ensemble
un avenir. Voilà. Pour pouvoir bâtir un avenir dans la liberté et en dépassant le passé. Voilà. En dépassant le passé, en dépassant les clivages passés. Donc, je reviens à ce que tu viens de dire. C'est toujours ton même fonctionnement, c'est-à-dire que tu sépares les deux choses, alors que je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Tu dis les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Non. Il y a de tout entre les deux. Oui. Eh ben, tu peux toujours exprimer ton avis à ce sujet. Mais donc je ne pense pas que les femmes soient tabula rasa, moi, bien au contraire. Elles seraient plutôt dans la gardienne, la vestale. Hein. La femme, c'est la vestale. Oui, enfin, moi j'oppose le vouloir et le pouvoir. Hein. Travailler sur les pouvoirs, ça nous renvoie au passé, c'est-à-dire quelles sont les facultés des uns et des autres. Et donc c'est ce que j'appelle le recentrage. Quelles sont mes vraies facultés? Et le vouloir, c'est de dire, bon, ok, on va décider de ce que nous allons devenir. Voilà, de ce que nous allons devenir. C'est la fameuse formule d'ailleurs de Simone de Beauvoir, où je sais pas, on devient, voilà. On ne naît pas femme, on le devient. Voilà, donc toute cette histoire de devenir, dans devenir, il y a l'idée de venir, il y a le mouvement. Bon, ce devenir, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'existe même pas déjà, et qui va devenir, qui va se mettre en place, c'est de l'ordre de la volonté. Et ça, je dis que ça parle beaucoup à la psyché féminine. Voilà. Donc, voilà. Et bon, de la même façon d'ailleurs que lorsque les femmes disent on nous a pas laissé, les conditions sociales ne nous ont pas permis de nous développer, de nous épanouir, quand elles disent ça, en réalité, ça veut dire qu'elles dépendent énormément de ces conditions sociales. Donc elles dépendent énormément de l'éducation, de la formation, etc. Alors qu'en réalité, on sait très bien que le génie masculin n'est pas fonction de cette dimension extérieure, mais qu'il est un travail intérieur. Et donc par conséquent, tout appel, toute explication de quelque chose qui manque par des éléments extérieurs, quelque part, ça passe pas, puisque ça n'est pas de l'ordre de l'extérieur que se situe le problème. Donc quand une femme pose le problème en termes d'extériorité, d'environnement, d'entourage, de conditions, etc., elle ne fait qu'exprimer son propre psychisme. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on ne fait jamais que projeter ses structures psychiques intérieures sur ce qu'on dit et sur le réel. Donc la femme ne pourrait pas voir le monde autrement qu'à travers sa propre grille de lecture, finalement. Et donc chaque fois qu'une femme parle de quelque chose, explique les choses d'une certaine manière, elle ne fait que refléter son intériorité. Et sa logique, c'est-à-dire cette logique, c'est qu'effectivement, c'est très important, l'environnement, l'éducation, et Dieu sait si aujourd'hui les femmes insistent sur le problème de l'éducation, et c'est la fameuse débat sur la théorie du genre, etc. Tout ne dépendrait plus que de l'éducation. Voilà la thèse qui est marquante aujourd'hui. Et pourquoi cette thèse-là? Parce qu'effectivement, elles sont persuadées, dans leur programmation personnelle, elles sont persuadées que c'est ces facteurs d'éducation qui est déterminant, ce qui veut dire que le problème de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, on s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est ce qui est apporté de l'extérieur. En ce qui me concerne, non. Hein. C'est ce qui est sous-entendu, en tout cas par le propos. Ah non, justement, non, là tu as fait une fausse interprétation. D'accord, et bien voilà. Tu as fait une fausse interprétation. Oui. Parce que, non, c'est vrai que c'est ce que disent les femmes qui se sentent en infériorité ou soumises ou dans la coercition, etc., ce qui n'est pas mon cas. Donc, oui. Donc c'est mal compris, là. Non, parce que je n'ai pas dit que tu l'avais dit spécialement. Mais c'est un discours très connu, oui, on est d'accord. Oui, voilà. Bon, et très rabâché. Maintenant, si on doit... Le problème, c'est que s'il faut s'arrêter sur le discours d'un tel ou un tel, il faudrait l'étudier de plus près. Et d'autre part, les discours ne sont que des discours. Alors, la biographie existe ou pas? Les discours ne sont que des discours. Oui, est-ce que les biographies existent ou pas? Est-ce que la biographie c'était important? Je ne veux pas dire le contraire. Je ne sais pas, je te pose la question, parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas la peine de savoir la biographie de quelqu'un, il suffit de lire un texte ou d'écouter sa musique, ça suffit. Tu m'as dit le contraire tout à l'heure et je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, je vois pas. Je pense que la question est intéressante, mais je n'en vois pas tout à fait l'enjeu dans l'immédiat. Voilà, non, mais c'est quand même quelque chose à. C'est une piste à explorer. Ce que je sais, moi, c'est que les propos ne veulent rien dire.
C'est-à-dire que nous sommes les propos tenus. Je veux dire qu'une femme peut parfaitement, par exemple, lire un texte que j'ai écrit et se l'approprier. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ce soit elle. Donc c'est ça qu'il faut, c'est énormément. Les propos vont au ciel et les actes sont sur la terre. Voilà. Moi, je juge les gens sur leurs actes et pas sur leurs propos. Et en espagnol, c'est bien parce que c'est ir a et ir en. Voilà. Donc les actes sont un moyen de locomotion et les propos vont au ciel. Bravo. Donc, effectivement, Traduction on de va l'espagnol. pas réduire, on va pas limiter le problème à ce que les gens disent ou ne disent pas. Absolument. C'est clair que rien n'empêche. S'il y a bien une chose qui crée une confusion entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes sont capables de parler comme nous, comme les hommes, et donc elles sont capables de s'approprier, de tenir n'importe quel propos que les hommes tiennent. Hein, donc ça c'est clair et net. De toute façon, ça c'est bon. Donc effectivement, c'est pas parce que une femme dira ceci ou cela qu'on va dire ah, vous voyez bien, vous avez tort. Hein, les propos, donc c'est pas, on va pas mettre en tort ma pensée sous prétexte qu'une femme va dire ceci ou cela. Non, absolument pas. Bon, mais c'est vrai aussi que, alors je dirais, bon, c'est une position un peu machiavélique, je dirais, quand elles disent des choses, alors tu vas me dire, c'est facile à dire ça, quand elles disent des choses de façon spontanée et viscéralement, je pense qu'elles vont dire des choses comme moi je l'entends, et quand ça n'est pas le cas, c'est qu'elles ne sont pas spontanées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles ne disent pas réellement... C'est un discours arrangé. Oui, donc voilà. Donc, je dis ça un petit peu en plaisantant, parce que c'est un peu facile de dire ça, mais voilà comment je le dirais. Je dirais effectivement, je sais très bien que rien n'empêche, en tant que protocole d'expérience, on ne peut pas faire abstraction du fait que les femmes sont parfaitement capables de tenir des propos qui ne sont pas leurs propos et qui se sont superposés à leurs propos, parce que c'est, par exemple, si elle vit dans, tu peux le tenir droit, non mais excuse-moi. Si elles vivent dans un certain milieu et dans un certain environnement qui tient un certain type de discours, elles vont adopter ce discours, et effectivement là, ça va fausser complètement le jeu. Hein, c'est clair de ce côté-là. Donc il faut effectivement, comme tu dis très bien, il faut les mettre en situation de vérité. Alors les situations de vérité, par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est quand les femmes se retrouvent entre elles, déjà. Alors déjà, j'aime beaucoup l'idée de société unicolore. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on met uniquement des femmes entre elles ou uniquement des hommes entre eux? Et qu'est-ce qui se passe quand on mélange les deux sociétés? Et de toute façon, moi je suis un grand sceptique de tout discours qui est tenu par une assemblée mixte, quelle qu'elle soit. Mixte, pas forcément masculin-féminin, mais avec des Français ou même des étrangers, etc. Dès qu'on met, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup, hein, on va tomber sur la pensée politique, pour moi, je suis communautariste, si on veut. Voilà. Ça c'est évident. Je suis communautariste. C'est évident. Bon, alors si tu la trouves devinée, tant mieux. Pour moi, je suis contre l'idée d'État-nation. Il y a un État, et dans un État, il y a des nations. Donc l'État, c'est ce qui permet à un certain nombre de nations de cohabiter entre elles. Donc on va dire qu'il y a un État-nation, ça ne veut rien dire. Donc effectivement, dans un État, il y a plusieurs nations. C'est un mot nation qui était employé très largement au début du 19e siècle pour désigner les différentes communautés. On ne parlait pas de communauté, on parlait de nation. Aujourd'hui, le mot nation ne veut plus rien dire. En tout cas, il est identifié à l'idée de l'État, voire même de peuple. Ce qui est de moins en moins vrai, vu ce qui se passe. Bon. Donc je préfère parler de nation. Et encore un autre mot que j'aime bien, c'est le mot monde. Il y a des mondes. Il y a le monde des femmes, le monde des hommes, le monde des ceci. Bon, c'est un mot que j'ai employé d'ailleurs dans un bouquin. J'ai fait un bouquin qui s'appelle Le monde juif et l'astrologie en 85, il y a 30 ans, qui était une thèse de doctorat, etc. Donc, il y a des mondes, et chaque monde, alors là, c'est là que je voudrais peut-être mettre l'accent, l'idée qu'à un moment donné, il faut bien accepter l'idée que chaque monde a sa logique, a son mode de fonctionnement. Et que, finalement, avant d'exister par rapport à un autre groupe, il faut déjà exister au sein de son propre groupe. Donc, je pense que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les phases, il y a une phase de recentrage où chaque groupe doit retrouver son identité propre, et à un autre moment où les groupes doivent se croiser. Et c'est très important qu'à un moment donné, les femmes se retrouvent entre elles, les hommes se retrouvent entre eux, que les musulmans se retrouvent entre eux, les juifs se retrouvent entre eux, ou n'importe quoi, et qu'ils s'organisent entre eux, et qu'ils déterminent entre eux quelles sont les choses les plus importantes
pour eux. Ou plus exactement, qu'ils élisent au sein de leur propre groupe les éléments qu'ils considèrent comme les plus valables. Mais demander à des groupes mixtes de voter, par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure, par exemple, pour le sujet, moi je suis contre, parce qu'il faut faire voter des gens sur quelque chose qui fait sens pour le groupe en question. Et moi je suis pour des votes unanimes, je ne suis pas pour les votes à la majorité. Bon. Les votes à la majorité, ça ne veut rien dire, ça veut rien dire. Par contre, un groupe de gens qui sont d'une certaine homogénéité, je dis qu'ils sont parfaitement capables de se mettre d'accord. Il y a des évidences. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mot évidence. Je suis pour une épistémologie de l'évidence. Il y a des savoirs comme des évidences. Voilà. Je pense que on ne peut pas construire les sciences humaines sans la problématique de l'évidence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des choses qui sont évidentes au regard, à l'observation, on ne peut pas bâtir une science. Donc c'est bien pour ça que tu parles dans ta façon d'aborder l'astrologie, tu parles du visible. Oui, aussi, effectivement. On n'en a pas parlé depuis. Mais la dernière fois, on en a parlé, et je m'en souviens. Voilà, d'accord. Donc on en a parlé. Donc tu vois, j'écoute. Effectivement. Et je peux réintégrer dans la conversation. Voilà, tu peux nous relancer là-dessus. Mais d'une manière générale, moi, ce que je m'intéresse, c'est le déni de l'évidence. Je crois que c'est le mal absolu, le déni de l'évidence. C'est-à-dire il suffit par exemple qu'on prend par exemple un groupe de 100 personnes qui sont du même groupe. Et on met un élément extérieur à ce groupe. Cet élément-là, il va dire... Bon, alors, si on le laissait en homogène, il se mettrait d'accord sur des évidences. Mais à partir du moment où on demande à quelqu'un d'étranger d'intervenir, on ne va plus être dans l'évidence. Parce que pour lui, ça ne sera pas évident. Et donc à ce moment-là, donc c'est ce que j'appelle la différence entre montrer et démontrer. L'évidence, c'est je montre quelque chose et tout le monde peut voir que c'est comme ça. Si on me dit non, je ne vois pas, on va rentrer dans la démonstration et il va falloir discuter pour prouver que c'est comme ça. Bon. C'est comme par exemple, pour prendre l'exemple tout à fait trivial des aveugles. Si tu as dans un groupe des aveugles, comment peux-tu les convaincre de certaines évidences? Tu veux dire de visible? Oui, c'est ça. Les autres personnes, eux, ils le voient. Lui ou eux ne le voient pas. Voilà. Donc, voilà. C'est exactement ce que j'appelle l'intrusion de quelqu'un dans un groupe qui n'est pas le sien, où il va perturber le groupe en question parce qu'il n'aura pas le même sentiment d'évidence. Et à ce moment-là, on va entrer dans des discussions infinies pour prouver que c'est quand même là, bien qu'il ne le voit pas. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de la théorie de l'évidence, parce que finalement, c'est sur les évidences qu'on construit le groupe et qu'on construit les sciences humaines et les sciences sociales. Alors j'entends bien ce que tu dis, mais alors tu parles quand même à un prof. Hein. Ben oui. Et donc, c'est évident que... partir de si c'est ce constat-là, moi je sais que j'ai pu avoir des élèves qui n'avaient pas tous les élèves n'avaient pas les mêmes évidences, mais qui à un moment donné pouvaient comprendre les évidences des autres. Oui, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça fait partie quand même d'une démarche pédagogique importante. Oui, on peut toujours imaginer cela. Ils ont pu très bien se résigner, ou je sais pas. Non, c'est pas une question de résignation. Je pense que c'est plutôt une question d'embellie. En tout cas, par exemple, on prenait tout à l'heure l'exemple du vin. Bon, tu peux toujours dire que quelqu'un... Bon, imaginons que tu es dans une réunion de gens qui sont très calés au niveau des vins et qui se mettent d'accord sur la qualité de ce vin, et c'est là. Tu débarques avec 2 ou 3 personnes qui ne connaissent rien. Ils vont perturber. Alors tu peux toujours dire qu'à un moment donné, ils vont accepter je ne sais pas quoi, mais finalement, est-ce qu'ils vont vraiment l'accepter? Ils vont faire confiance. Bon voilà, alors on retombe dans le même problème. Voilà. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, l'élément étranger, surtout dans la phase 1 de recentrage, ne peut que perturber le système. Maintenant, dans le deuxième système... Oui, comme on est dans la cyclicité, là. Voilà. Dans la phase de recentrage, il faut vraiment gérer, il faut que chaque groupe
retrouve son homogénéité, sa cohérence et ses évidences. Et c'est comme ça qu'il pourra se construire et il pourra même trouver en lui-même ses ressources et explorer ses ressources. Dans la phase 2, effectivement, les choses sont plus décontractées, on se rencontre, on se mélange, on va les uns vers les autres, on s'imite. Bon, c'est autre chose. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce phénomène d'imitation, de mélange, à un moment donné, de toute façon, il va falloir l'arrêter. Il va falloir l'arrêter et revenir sur le radicalisme, le ressourcement. Donc, de toute façon, voilà. Bon, ce sont des choses très simples que les astrologues aujourd'hui ne sont pas capables de tenir. Est-ce que ils n'ont pas un discours cohérent sur la cyclicité. Ok. Alors, mais le mot, enfin, toujours, je suis très attentive au mot, tu sais. Pas de problème. Alors donc, tu dis ressourcer et radicalisme. Oui. Dans le mot social que radicalisme, ça vient du mot qui veut dire racine. Oui, on est d'accord. Mais bon, tu sais comment c'est pris maintenant. Oui, d'accord, mais enfin, n'empêche que j'emploie ce mot-là pour montrer que... Que tu sais l'étymologie du mot radical. En fin de compte, radicelle, racine... Donc, effectivement, moi je veux bien trouver d'autres formes. Tout à l'heure on parlait de nettoyage, de purification. On est d'accord. Bon, maintenant on parle de ressourcement, de recentrage, de retour aux racines de toute façon. Non, mais on est d'accord. Et inversement, on peut être déraciné. Et ça veut tout dire, être déraciné. Mais je comprends que j'entends tes étymologies, mais que je me pose la question pour une transmission plus large. C'est bien. Voilà, c'est tout. Mais effectivement. Bon, donc effectivement, le 21e siècle, parce que moi ce qui me préoccupe, c'est quel nouveau paradigme pour le 21e siècle. C'est ça qui m'interpelle. Je dis que le 21e siècle sera un siècle qui acceptera le communautarisme, qui trouvera les valeurs qu'une société comme la société française peut très bien assumer sa diversité, mais qu'il ne faut pas demander... Alors qu'il y a des périodes où effectivement on va demander à chaque groupe de trouver son intégrité, voilà encore un mot qui me paraît intéressant, retrouver son intégrité. Là je ne suis pas contre. De retrouver sa propriété, mais j'aime bien le mot propriété parce qu'il ressemble à la notion de propreté. Quand on dit au sens propre, ça veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, tu vois que le mot propre a une valeur très large. Mais figuré est bien aussi. Hein. Voilà. Et qu'il y a d'autres périodes où effectivement on peut panacher, on peut mélanger. Mais il ne faut pas penser que ces périodes où on peut panacher sont une raison en soi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt une pause. Dans la problématique juive, c'est à un moment donné, c'est un pan de pause. Un temps où on arrête de se recentrer, de se ressourcer pour aller vers les autres, pour construire ensemble quelque chose. N'oublions pas que l'Union européenne, par exemple, c'est de l'ordre du vouloir. Hein. C'est une volonté de dépasser le passé. Bon, la monnaie unique aussi. Bon, donc il y a des forces de dépassement qui ont une certaine importance, et puis il y a des moments où ça ne fonctionne plus. Comme actuellement, par exemple, nous avons une conjonction de Saturne avec Antares, hein, à 8 degrés du Sagittaire, tu regardes, eh bien, il y a une crise de l'espace Schengen, il y a le problème du Brexit, etc. Il y a des problèmes, parce qu'à certains moments, cette idée d'une espèce d'union où tout le monde est pareil au sein de cette union ne fait pas sens. Et où à ce moment-là, où chaque groupe, chaque pays, chaque nation est sommé de faire un peu le ménage chez elle. Hein, et pas de se compter sur l'ensemble, etc. Donc c'est un outil qui peut très bien s'appliquer. C'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup au rapport entre astrologie et droit. Parce que s'il y a bien un domaine, tout à l'heure on parlait de la psychologie, mais le dialogue entre astrologue et juriste est particulièrement intéressant. Non seulement au niveau du droit constitutionnel, mais même au niveau du droit civil. Parce que ignorer la question du masculin et du féminin, mais ignorer en plus la question des cycles. Alors moi je trouve que ma première formation a été juridique et que j'ai même appris l'astrologie en même temps que le droit. Bon. Donc, et c'est très curieux parce qu'à l'époque je ne voyais pas le rapport, mais le droit constitutionnel, c'est un droit cyclique. Il dit voilà, il y a des élections tous les tant d'années, etc. Bon, donc effectivement, le droit constitutionnel, il est porteur d'une cyclicité. Mais cette cyclicité n'est pas astrologique. Non. Donc l'astrologie a des choses à apprendre aux juristes. Bien sûr.
elle a à leur dire, mais ne construisez pas n'importe comment le temps. Rappelle-toi que je t'ai dit que j'avais appris, enfin, que j'étais allée vers l'astrologie parce que je pensais que c'était un outil. Oui, d'accord. Donc effectivement, le temps, l'astrologie, doit, comme disait notre ami tout à l'heure, Jean-Luc Berlet, elle est dans le juste milieu, l'astrologie. Elle n'a ni à se contenter de généralités. Moi, je suis un homme du juste milieu, c'est-à-dire que je n'accepte ni qu'on dise les êtres humains en général ou les individus. Et pourtant, des fois, dans tes propos, on ne le voit pas. Hein. Si, parce que je dis, on ne parle pas, avant de parler des individus et de parler des êtres humains, il faut parler des catégories. Il faut introduire des notions intermédiaires. Par exemple, voilà, c'est pas le temps est comme ceci ou comme cela, il est tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Voilà, donc moi je suis au contraire, quand on regarde de près, je dis attention, il y a un moment pour ceci, il y a un moment pour cela. Oui, dans ton découpage des 3 ans et demi et tout ça, oui. Donc, et puis, bon, ce qui est d'ailleurs l'expression de l'Ecclésiaste, parce que l'Ecclésiaste dit, l'Ecclésiaste qui est attribué à Salomon, le roi Salomon, il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que je crois, et donc je ne crois pas du tout aux astrologues qui disent que l'astrologie nous annonce des temps nouveaux. Je pense que l'astrologie, au contraire, là, elle est au contraire là pour raison garder. Elle nous dit que rien ne change. Rien ne change. Il n'y a que la conscience des choses qui changent, mais rien ne change. Alors, beaucoup d'astrologues, à coup de Pluton, de Saturne, de Neptune, de la guerre du Verseau, ils nous baptisent, ils mettent l'astrologie dans des problématiques de changement, de linéarité, de fin du monde, de fin des temps. Bon, moi je considère que c'est complètement une erreur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis contre les cycles lents, parce que je considère que ce n'est pas la fonction de l'astrologie d'introduire des cyclicités lentes. L'astrologie nous parle de cyclicités qui ont toujours existé. C'est pour ça que je préfère les rapports entre astrologie et sociologie que les rapports entre astrologie et histoire. Parce que la sociologie, elle est là pour nous parler des constantes du fonctionnement social. Et moi, il y a un mot qui revient constamment chez moi, c'est le mot fonctionnement. Oui, fonctionnement. Comment une société fonctionne et comment l'astrologie nous dit comment fonctionne une société. Elle nous fonctionne aux sociétés avec les cycles. Bon, alors au niveau du droit civil, c'est pareil. On ne peut pas juger un homme et une femme de la même manière, je pense. En tout cas, pas ça. Donc voilà, le droit fait abstraction d'un certain nombre de choses qui me paraissent importantes au niveau du temps, au niveau du sexe. Et aujourd'hui, on ne veut pas tenir compte de ces facteurs-là. Et je regrette. Donc l'astrologie. Quoi ? On va arrêter. Non, on va arrêter là maintenant. Oui, d'accord. 2 minutes. Parce que je commence à avoir mon poignet. C'est vrai, tu as du mérite. Oui, j'ai du mérite.